bonjour, comment vas-tu? Oh, pas trop bien, tu sais. Il se mettait à genoux, il n'arrêtait pas d'hurler. C'était invivable, quoi. C'est tout. C'était pas de la voiture des Bernard. Mon beau-frère, il est innocent. Alors après, il faut prendre un peu sur soi, quoi. Le 16 octobre 1984, le corps sans vie d'un petit garçon âgé d'à peine 4 ans est retrouvé pieds et poings liés dans une rivière du Grand Est. Nous allons nous plonger aujourd'hui dans l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire criminelle française. Cette disparition a déclenché une série d'événements choquants qui ont profondément marqué la société. Je vous propose d'explorer ensemble les circonstances et rebondissements dramatiques de cette tragédie, ainsi que les zones d'ombre qui persistent encore aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier Paperlike qui sponsorise cette vidéo. Paperlike, c'est une marque d'écran de protection pour iPad qui va vous donner la sensation d'écrire sur votre iPad comme si vous écriviez sur une feuille blanche. J'utilise très souvent mon iPad pour pouvoir produire ce genre de vidéos, pour pouvoir les écrire, pour pouvoir analyser, pour pouvoir corriger un petit peu les textes. On reçoit 2 écrans de protection quand on achète un kit. Il existe plusieurs tailles selon les iPads que vous pouvez avoir. L'écran de protection Paperlike est composé de nanodots, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure clarté, une meilleure visibilité quand vous écrivez des choses ou que vous lisez des choses. Effectivement, on a vraiment cette sensation d'écrire comme sur du papier, justement grâce aux nanodots, parce que c'est ce qui va nous permettre, en mettant le stylet sur notre iPad, d'avoir une sorte de retour de force. Maintenant, il y a la technologie Paperlike 2.1 qui utilise du coup de nouveaux matériaux composites qui permettent la distribution la plus précise de la technologie nanodots à ce jour. Pour une comparaison rapide, j'ai mon téléphone qui a un verre trempé classique avec l'écran de protection Paperlike. Rien qu'au bruit, on entend la différence. Alors que si je viens sur l'iPad, que moi qui peux vraiment avoir la sensation, mais c'est assez satisfaisant et c'est réaliste. Le produit est disponible sur le site de Paperlike qui sera dans la description encore une fois si ça vous intéresse. Paperlike est le meilleur écran de protection pour vos iPads. Merci à Paperlike de sponsoriser la vidéo. On reprend tout de suite avec l'histoire. En 1979, Christine et Jean-Marie se sont mariés et ont eu l'année suivante leur fils Grégory. Professionnellement, toute la famille de Jean-Marie travaillait à l'usine. Il a été cependant le premier à sortir des conditions ouvrières en devenant contremaître. Marié à une jolie femme, vivant une vie de couple parfaite avec leur fils, cette réussite a créé des jalousies dans son entourage. Tout le monde l'appelait le chef. À partir de 1981, la famille Villemain a reçu plus de 1000 appels anonymes pendant près de 3 ans. Ça a commencé chez mes parents, c'était en mai 81. C'était les seuls à avoir le téléphone à l'époque. Et puis bon, au départ, c'était une femme qui nous téléphonait, on était tous les deux, et elle chantait derrière un disque. Ça est arrivé plusieurs fois. Puis nous avons eu cette voix rock d'homme, et là, c'est toi qui l'as eu. C'était Christine qui était à la maison. Les appels pouvaient être silencieux, accompagnés de musique, ou encore avec une voix qui menaçait la famille. Oui. Ah bon? T'as dit ouais, Michel, l'autre matin? Ça peut être intéressant pour moi. Si tu me disais un peu qui c'était, je pourrais dire des noms, mais des conneries pareilles. Pourtant, je lui ressemble. Puis le grand, c'est un bâtard. Oui. L'autre aussi, extraordinaire. Voici pourquoi je vous ai péché par dedans. Oui. Il n'y a pas de raison que le grand prenne toujours. On le met toujours de côté. Et une chose que Jean-Marie tentait de ne pas réagir aux menaces à l'encontre de sa maison, sa femme, mais le corbeau a un jour touché la corde sensible et a menacé la vie de ce que Jean-Marie avait de plus cher, son fils Grégory. Jean-Marie a craqué et a menacé à son tour le corbeau de le retrouver pour le tuer s'il touchait à son fils. Les grands-parents recevaient également des appels, parfois même jusqu'à 27 appels par jour. La famille a décidé de porter plainte. Les appels aux grands-parents Villemain cessent le 17 mai 1983, lorsque leur ligne téléphonique est mise sur écoute. Mais d'autres membres de la famille continuent à en recevoir. Le 4 mars 1983, une première lettre est laissée derrière les volets de la maison des parents du petit Grégory. Il y aura ensuite 4 lettres, cette fois-ci envoyées par la poste.
Une sera adressée aux parents de Grégory, 3 autres seront envoyées aux grands-parents de Grégory, Albert et Monique Villemain. La suivante surviendra le 16 octobre 1984, jour du drame. Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. Le 16 octobre 1984, après avoir récupéré son fils, Christine Villemain retourne à son domicile et laisse son jeune garçon s'amuser à l'extérieur dans la cour de la maison pendant qu'elle se charge des tâches ménagères à l'intérieur. Vers 17h20, Grégory disparaît. Et 10 minutes plus tard, Michel Villemain, l'un des frères de Jean-Marie, affirme avoir reçu un appel du Corbeau qui lui dit qu'il a attrapé le petit et qu'il l'a jeté dans la Vologne. Les parents, donc Christine et Jean-Marie Villemain, alertent immédiatement les autorités locales de cette disparition. Plus tard, dans la soirée, autour de 21h, le corps de Grégory est retrouvé ligoté dans la Vologne, une rivière proche de la maison familiale. Le lendemain, la famille Villemain a reçu une lettre du Corbeau postée le jour du drame. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef, ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Les soupçons se portent rapidement sur la famille Villemain. Les éléments de l'enquête révèlent des tensions familiales, en particulier entre Jean-Marie Villemain et Bernard Laroche, son cousin. Les enquêteurs ont trouvé chez Bernard Laroche un possible mobile basé sur des sentiments de jalousie envers Jean-Marie Villemain. Personne dans la famille n'est capable de faire un truc comme ça. C'est pas possible. Et le Corbeau, c'est pas vous? C'est pas moi. Ni moi, ni ma femme. De toute façon, on a la conscience tranquille. Je crois que c'est ça qui nous a sauvés. Bernard Laroche n'avait jamais connu sa mère et n'avait ni frère ni sœur. Professionnellement parlant, c'était plus compliqué pour lui également et sa vie de famille semblait moins heureuse avec un couple moins harmonieux que celui de Christine et Jean-Marie Villemain, ainsi qu'un enfant avec quelques problèmes de santé. L'histoire de jalousie entre eux et nous, franchement, c'est non. C'est non, parce que comme quand on a fait passer mon fils pour handicapé mental, je dis pas que mon fils a eu un problème qui a été opéré à la naissance, mais c'est pas pour ça qu'il est attardé mental. Jean Kerr, journaliste pour Paris Match, a rapidement suspecté Bernard Laroche. Sans savoir qui il était, il a eu un échange plus qu'étrange avec cet homme qui lui a ouvertement dit que le drame qui venait de leur arriver était mérité car ils ont apparemment profité de lui et l'ont mis de côté par le passé. Lors de l'enquête, chaque membre de la famille se voit rédiger des dictées afin de pouvoir trouver des similitudes avec les lettres écrites par le Corbeau. Aujourd'hui, un témoin capital, puisqu'il avait reçu le coup de fil du Corbeau, un témoin capital a été entendu par les gendarmes. Michel Villemain, après son audition de près de 6 heures hier, a été soumis à une expertise graphologique. Vous en pensez? J'espère que pour nous, c'est la logique. C'est la logique des choses. Le 22 octobre 1984, soit 6 jours après le crime, les gendarmes ont reçu un appel d'une jeune femme qui voulait témoigner anonymement et leur faire part de ses doutes sur Jackie Villemain, demi-frère de Jean-Marie, ainsi que sur sa femme, mais également un couple de parents éloignés de la famille. On apprendra plus tard qu'il s'agissait de Marie-Ange Laroche, la femme de Bernard. Intrigués par ce témoignage, les gendarmes décident de la convoquer et la placent en garde à vue afin de l'interroger sur son emploi du temps le jour du meurtre. De ce fait, ils ont interrogé son mari, Bernard Laroche, et lui ont fait passer le test de la dictée. Le 30 octobre 1984, les rapports des experts tombent. Il semblerait que le Corbeau pourrait être Bernard Laroche. Et là, vers 5 heures, j'ai rappelé le capitaine Sesmat. Je lui ai dit, écoutez, j'ai une opinion. Voilà mon opinion. Vous pensez que la jalousie peut pousser un couple à tuer un enfant quand même? C'est quelque chose d'énorme, tuer un enfant. C'est sûr que c'est quelque chose d'énorme. Mais ça, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça le problème. Les époux sont de nouveau placés en garde à vue le mercredi 31 octobre 1984. Sans aveu, ils ont été libérés le lendemain. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du Corbeau. Et, de toute façon, j'ai soutenu, je m'applique que c'était pas moi, j'ai la conscience tranquille.
Et ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. L'alibi fourni par Bernard inclut des témoins potentiels qui ont donc été entendus à leur tour, mais leurs témoignages ne concordent pas. L'ordre d'arrivée se confond. Le suspect a indiqué s'être rendu chez sa tante et y avoir retrouvé Muriel Boll, sa belle-sœur, alors âgée de 15 ans. Cette dernière aurait quant à elle, en sortant du bus scolaire, aperçu Bernard avec son fils chez Louisette. Les gendarmes doutent alors de la sincérité de leur témoignage. Après avoir été interrogés par la gendarmerie, les camarades de Muriel ont affirmé qu'elle n'était pas dans le car. L'une d'entre elles déclare même avoir vu Muriel monter dans une voiture qui pourrait correspondre à celle de Bernard Laroche. Muriel a donné aux enquêteurs une description du chauffeur habituel. En revanche, ce soir-là, c'était un remplaçant qui a affirmé à son tour que la jeune fille ne se trouvait pas dans le car au ramassage le 16 octobre. J'étais dans le corps, là. Les gendarmes ont crié que j'étais pas dans le corps. Vu le chauffeur de corps qui avait dit que j'étais pas dans le corps. Puis après, ils ont commencé à dire que Bernard avait avoué. C'était le corbeau, tout ça. Face à ces déclarations, Muriel aurait craqué et avoué que Bernard, accompagné de son fils de 4 ans, était venu la chercher à la sortie de l'école en l'appelant par son surnom Bouboule. Pourquoi quand t'as dit que j'ai arrêté de chercher à la sortie de l'école alors que j'ai jamais été? Les gendarmes m'ont dit que comme j'étais pas dans le corps, ils m'ont dit que c'était toi qui es venu me chercher. Ils ont crié derrière moi. Je crie, je sais pas combien de fois derrière moi. Ils se sont ensuite dirigés à l'épange. Bernard aurait fait monter un petit garçon dans la voiture et serait ressorti avec ce dernier dans un village, puis revenu seul. Étienne Sesma, chargé de l'enquête, estime disposer des éléments suffisants pour demander au juge d'instruction, qui est Jean-Michel Lambert, d'auditionner Muriel. Ce dernier se dit indisponible pour le week-end et s'en chargera le lundi. Le 5 novembre 1984, au matin, Muriel est auditionnée et apporte même quelques informations complémentaires. Le juge d'instruction lève la garde à vue de la jeune fille, sans toutefois prendre la précaution de l'isoler de son milieu familial. Les gendarmes des Vosges, colonel en tête, sont sortis les premiers. Chacun d'entre eux venait d'être confronté devant le juge Lambert à cette petite jeune fille rousse de 15 ans sur laquelle repose l'essentiel du dossier d'instruction. Et inculpe aussitôt d'assassinat Bernard Laroche. Le juge offre immédiatement une prise de parole à la presse. Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Les journalistes, en attente du moindre mouvement devant la gendarmerie durant toute l'enquête, ont très rapidement médiatisé l'événement. Les gendarmes ont donc précipité l'arrestation pour ne pas prendre de risque que l'info soit révélée et qu'il se passe quelque chose. Bernard Laroche est immédiatement arrêté sur son lieu de travail le 5 novembre 1984 vers 13 h. Le corbeau et l'assassin de Grégory seraient donc bien le même homme. Dans la famille, on est consterné. Jackie Villemain, qui a été élevé avec Laroche, ne comprend pas. Pour l'instant, on peut toujours pas l'expliquer. Je pense. Le lendemain de l'arrestation, la famille de Muriel Boll demande à la presse de passer chez elle. Muriel Boll se rétracte face aux journalistes. Le principal témoin à charge contre Bernard Laroche, inculpé avant-hier, est revenu sur ses déclarations devant les journalistes. J'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge de celle. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Les gendarmes, qui décrivent une jeune fille fragile, suspectent la famille d'avoir exercé des pressions pour faire changer sa version des faits. Le capitaine Sesma évoquera même des déclarations qui ont l'air d'être récitées. Les gendarmes se sont défendus tant bien que mal. Ils estimaient insensé la possibilité de monter un dossier avec autant de détails pour qu'elle le récite sous la pression. De là à utiliser le surnom Bouboule, Muriel répondait qu'il ne savait pas, qu'il devait certainement connaître son surnom. Le juge Lambert, quant à lui, rapidement interrogé par les journalistes, déclare devant les caméras « Personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas davantage. » Mais ça fragilise quand même considérablement le dossier. Non, parce qu'il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. Les avocats de Bernard Laroche ont rapidement pris en main l'affaire et ont fouillé dans les dossiers de l'enquête.
Ces recherches leur ont permis de révéler des erreurs de procédure, ce qui a amené à retirer la crédibilité des enquêtes menées et donc détruit toutes les avancées des gendarmes. Effectivement, à l'époque, le juge d'instruction, seul et submergé par des centaines d'affaires, n'avait pas fait d'ordonnance pour saisir les experts. Les experts n'étant pas saisis, toutes les expertises obtenues ont été annulées et le dossier s'est écroulé. Il ne restait plus que le témoignage de Muriel qui a finalement confirmé l'alibi de Bernard lors d'une confrontation le 9 novembre 1984. Mon beau-frère est innocent. C'était la gendarmerie qui m'avait forcé. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est la gendarmerie qui vous a fait peur? Inculper la Roche, ça ne suffit pas, mais on veut savoir pourquoi ou pour qui il a fait ça. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Quelque chose se trame au palais de justice. Nombreux sont ceux qui affirment que l'avocat de Bernard Laroche tente d'aiguiller le juge vers la piste de la mère infanticide. La gendarmerie se voit interdire de mener certaines enquêtes. Le juge refuse d'approfondir le dossier et ne souhaite plus entendre les éléments qui iraient dans le sens de la culpabilité de Bernard Laroche. Le juge suit rapidement ce sens, Bernard Laroche est libéré et les gendarmes sont dessaisis de l'enquête. Mesdames, messieurs, bonsoir. Un homme est libre ce soir et pourtant il demeure inculpé de l'assassinat d'un petit garçon de 4 ans et demi, le petit Grégory Villemain. Il retournera à l'usine, il retrouvera une vie de famille malgré les journalistes, toujours autant curieux de cette affaire. Ça, je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Face à ce revirement de situation, vont se former deux clans. Les pro-Laroche et les pro-Villemain. Jean-Michel Bézina, un journaliste, a joué un rôle important dans cette affaire avec son épouse Marie-France Bézina. Il travaille pour 8 médias différents, dont RTL, Le Journal du Dimanche, France Soir, Le Parisien, Ouest France et Le Figaro. Dans de nombreux articles, le couple a placé Christine Villemain, la mère du petit Grégory, au rang de coupable de la mort de son fils. Jean Kerr, l'un des journalistes phares de l'enquête, également avait évoqué les intentions du couple Bézina. Il m'a dit « Si la petite Christine avait tué son fils, ce serait quand même plus intéressant pour tes lecteurs. » Marie-France Bézina a dit que le meurtre ressemblait à un crime de femme. J'avais les liens privilégiés d'un journaliste qui fait son métier, d'un journaliste qui est là depuis 1973. Fin février 1985, le commissaire Jacques Corazzi, à la tête du service régional de la police judiciaire de Nancy, se retrouve en charge de l'enquête, retiré aux gendarmes. À ce moment, l'affaire repart de zéro. On refait des moulages sur les roues au bord de la Vologne et on fait des reconstitutions pour mieux comprendre l'affaire. Depuis le début, il croit en la culpabilité de Christine Villemain. 35 ans après les faits, il maintient son analyse, c'est elle la coupable. Il tiendra même des propos sexistes pour démontrer sa culpabilité. On peut même d'ailleurs en voir dans le reportage Netflix sur l'affaire du petit Grégory. Bien sûr, ça me choque. On m'a pris mon gamin et puis comme c'est là, les rumeurs sont toujours après moi et puis que sans j'ai rien à me reprocher. De nombreuses accusations sont portées sur Christine Villemain. Elle est la dernière à avoir vu son fils vivant et les circonstances de l'enlèvement rendent perplexes les enquêteurs. Les charges sont multiples mais peuvent être chacune renversées. Des collègues de travail l'auraient vu déposer une lettre à la poste le jour et à l'heure à laquelle la lettre du corbeau avait été envoyée. Plus tard, les jeunes femmes ont donné une mauvaise description de la tenue vestimentaire de Christine. De plus, celle-ci affirme y être allée la veille pour déposer un chèque qui a ensuite bien été retrouvé par les enquêteurs. Et ce soir-là, j'ai vu Christine qui remontait dans sa voiture. Quand je suis arrivée un petit peu avant la poste, j'ai vu Christine qui faisait demi-tour juste devant la poste. Je suis pas allée à la poste le mardi, j'y suis allée le lundi. Pendant 15 jours, avant que le petit soit enlevé, il était malade, il était chez ma mère, donc je prenais tous les jours la route par ici, par Bruyères. Alors je pense qu'elles se trompent d'une journée, elles doivent mélanger. Elle aurait disposé du temps nécessaire pour effectuer plusieurs déplacements avant de déposer son fils dans la rivière. Cependant, cette affirmation a été réfutée par les enquêteurs qui ont conclu que les 19 minutes disponibles ne suffisaient pas pour couvrir le trajet supposé en voiture, le meurtre de l'enfant, le ligotage et la dispersion du corps dans la rivière. De plus, le scénario proposé était basé sur un lieu d'immersion peu probable. 3. Ces consommations téléphoniques ont été plus importantes durant la période où la famille recevait des appels anonymes, mais c'était le cas également pour les autres membres. Le 25 mars 1985, une nouvelle expertise en écriture la désigne comme pouvant être le corbeau. La presse s'empare de l'information. Sur la route, Jean-Michel et Christine Villemain seront informés de la nouvelle par la radio.
Au même moment, certainement accablée et stressée par toutes ces accusations depuis une semaine, Christine Villemain, enceinte, fait une hémorragie et se retrouve hospitalisée. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner? Pas trop bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. À la libération de Bernard Laroche en février, Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, avait annoncé son intention de le tuer à la sortie de son travail. Jean-Marie a été dans la chambre et il m'a présenté un fusil. Il me l'a pris, il me l'a jeté comme ça, je l'ai rattrapé. Il m'a dit tiens, ça c'est pour tuer Laroche. La femme de Bernard Laroche avait demandé une protection qui avait été refusée par le gendarme dessaisi de l'enquête. D'ailleurs, moi-même j'ai appelé la gendarmerie, la conversation a duré un quart d'heure. Et ce qu'on a conclu, c'est que la gendarmerie m'a dit, si je comprends bien, s'il arrive quelque chose à votre mari, ce serait de notre faute. C'était tout de même pas de la mienne. Hein. Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain, peiné par l'état de santé de sa femme et les accusations qui sont portées sur elle, se précipite chez les Laroche et vers 13h15, pointe sur son cousin un fusil de chasse. Laroche déclare « Je n'ai pas tué ton gosse » avant de s'écrouler, atteint d'une balle en pleine poitrine. Le jour même, je venais d'apprendre que j'attendais un autre bébé. Alors après, il faut prendre un peu sur soi, quoi. Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory, vient de tuer d'un coup de fusil son cousin Bernard Laroche. La seule chose qu'on sait, c'est que maintenant, il est mort, et puis que la police n'a pas fait son boulot. Hein. Ça fait 3 semaines qu'ils étaient prévenus qu'il avait menacé Bernard de mort. Ma belle-sœur avait téléphoné aux gendarmes, les gendarmes leur ont dit « Oh, on nous a retiré l'enquête, ça ne nous regarde plus ». Voilà, ça c'est la gendarmerie française. Comment vous expliquez le geste de Jean-Marie Villemain qui tue de sang-froid votre mari? Jean-Marie Villemain passe prévenir sa femme à l'hôpital avant de se rendre. Bonjour, comment vas-tu? Oh, pas trop bien, tu sais. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Je le croyais pas, il s'est mis à genoux, il s'est mis à hurler. Je te dis que j'ai tué Laroche, qui me disait, je te jure, j'aurais jamais tiré, mais c'est lui qui m'a mis en boule, qui me dit. Il se mettait à genoux, il n'arrêtait pas d'hurler. Au même moment, Christine Villemain est elle aussi inculpée et placée en détention provisoire pour un potentiel infanticide. Bien qu'enceinte de 6 mois, elle entame une grève de la faim. En mars 1987, la Cour d'appel de Dijon reprend le dossier. L'enquête menée par le juge Maurice Simon repart de zéro. Il décide de reprendre tous les éléments depuis le début. La famille Villemain se sent soutenue et entendue. Et là, le président Simon, il a travaillé, il nous a complètement vidés. Jamais on nous avait posé des questions sur Grégory, comment on vivait. Il nous laissait parler. Je veux dire, devant nous, on avait un magistrat, il nous posait une question, mais il ne nous coupait pas. Le juge parvient à obtenir des similitudes dans ses rapports avec celles que la gendarmerie avait obtenues avant d'être dessaisie. En détention depuis le meurtre de son cousin en mars 1985, Jean-Marie Villemain est libéré, placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence le 24 décembre 1987 après 5 demandes de mise en liberté. Jean-Marie Villemain a quitté la maison d'arrêt. L'affaire Grégory, encore et toujours. Cette fois, c'est la famille de Bernard Laroche qui accuse le juge de partialité. Il n'y a pas de justice en France, on n'y croit plus, on est obligé de ne plus y croire. Vu la libération de Jean-Marie Villemain, nous sommes contre. S'il se présente dans les Vosges, automatiquement, on fera quelque chose, on fera le premier pas. On ne lui demande pas de venir, nous on n'ira pas devant de lui. Mais si lui vient au vent de nous, on sera là de toute façon. Contrairement au juge Lambert, le juge Simon opérait dans le silence sans accorder aucune interview afin de respecter le secret de l'instruction. Monsieur le juge, qu'est-ce que vous attendez de cette reconstitution? Allez, bordel. Les résultats de l'enquête sont satisfaisants, mais malheureusement, le juge Simon se fait avoir par un journaliste et accorde un échange dans l'intimité avec ce dernier, qui, sans le consentement du juge, va publier dans la presse la discussion. Le très discret juge Simon se met à parler. 3 révélations pour un entretien au nouveau détective. Un juge qui ne respecte pas les règles de l'instruction reste-t-il un magistrat instructeur crédible? Cette erreur de parcours va rendre le juge Simon au plus mal et il devra abandonner l'enquête en janvier 1990 à la suite d'un infarctus
qui le mettra dans le coma et lui provoquera une amnésie. Certaines irrégularités de la part du juge Simon ont cependant été mises en avant par la Cour, car il a utilisé des éléments des pièces annulées précédemment dans les dossiers de l'enquête. Le 3 février 1993, Christine Villemain bénéficie d'un non-lieu, décision prise par la Cour d'appel de Dijon. En novembre de la même année, Jean-Marie Villemain reçoit sa condamnation pour l'assassinat de Bernard Laroche. 5 ans de prison, dont une avec sursis. La peine prononcée étant couverte par la détention préventive, il est libéré 2 semaines après l'annonce du verdict. Le 11 avril 2001, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon clôt par un arrêt de non-lieu l'instruction de l'affaire Grégory. En mai 2002 et juin 2004, l'État est condamné à verser 30 489 € de dommages et intérêts à Marie-Ange Laroche du fait de l'absence de protection pour son mari, 15 244 € à Muriel Boll suite aux erreurs déclarées lors de l'enquête, et enfin 35 000 € d'indemnité pour faute lourde à Jean-Marie et Christine Villemain. L'enquête a été réouverte en avril 2000 pour donner suite à l'analyse ADN d'un timbre présent sur une des lettres du corbeau. Le 17 octobre, le rapport scientifique expliquait que les traces d'ADN n'étaient pas interprétables, certainement suite aux nombreuses manipulations et aux conditions de conservation depuis 17 ans. Une nouvelle expertise est réalisée en 2009. Cette dernière a relevé la présence de 2 ADN différents mais non identifiables. L'enquête subit un rebondissement en juin 2017 lorsque le grand-oncle et la grande-tante de Grégory, Marcel et Jacqueline Jacob, sont placés en détention provisoire. Le procureur général explique que les appels et les lettres anonymes pourraient provenir d'un couple. Les expertises d'écriture sur certaines des lettres anonymes ont montré qu'elles auraient été rédigées par Jacqueline Jacob et le terme « le chef » utilisé dans des lettres aurait été employé en 1982 par Marcel Jacob lors d'une intercation avec Jean-Marie Villemain. « Je ne serre pas la main à un chef, tu n'es qu'un rampant qui n'a pas de poils sur la poitrine. » Leur fille unique rapporte que son père espionnait avec des jumelles la maison située en contrebas d'Albert et Monique Villemain et informe les enquêteurs que le jour de la mort de Grégory, son père lui a téléphoné à plusieurs reprises pour avoir des nouvelles de l'affaire. Le 1er octobre 2017, une nouvelle expertise en écriture désigne de nouveau Jacqueline Jacob comme potentiel auteur des 2 lettres de mars et avril 1983. Bâton, je vous ferai la peau à la famille Villemain, cette fameuse lettre, Villemain avec une faute, A-I-N à la fin. Ah, c'est cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux? Non, ben c'est faux, moi j'ai jamais écrit. Hein. La thèse était alors que Bernard Laroche et Muriel Boll étaient présents pour l'enlèvement du petit garçon et que le couple Jacob se serait chargé du meurtre. Le 20 décembre 2017, sans éléments à charge fort, Marcel Jacob est autorisé à rentrer chez lui 1 mois après son épouse. Les enquêteurs se basent sur 3 documents en particulier. Une des lettres en question commence par « Mon cher fils », alors que vous n'avez pas de fils. Ça, apparemment, c'est un courrier écrit par vous. Vous dites « Mon cher fils ». Non, c'est pas un courrier écrit par moi. Ils sont en train de faire des vérifications de stylométrie sur un courrier que vous n'auriez pas écrit. Ah ben si, j'ai pas écrit. Jamais j'ai écrit ça. Muriel Boll fait partie de ceux qui ont bouleversé cette affaire. En 2017, il est retrouvé dans un registre mis en place en 2016 à l'église de l'Épange une phrase « C'est bien Bernard Laroche qui a tué Grégory, j'étais avec lui ». Signé Muriel Boll le 13 mai 2008. Un expert a retrouvé l'empreinte génétique de Muriel Boll parmi les 6 ADN découverts près de la reliure du registre. Mais à la suite d'un nouveau prélèvement auprès de Muriel, les résultats se sont avérés faux. À la suite du témoignage d'un cousin germain de Muriel Boll, cette dernière est placée en garde à vue en juin 2017. Ben oui, oui effectivement, dans la véranda, elle m'a dit qu'elle avait avec Bernard et le petit Sébastien dans la voiture, ils avaient pris le gosse d'un point A à un point B qu'ils avaient remis à 2 personnes. Maintenue en détention et à l'isolement pour la protéger, Muriel entame une grève de la faim le 6 juillet pour clamer son innocence. Elle souhaite une confrontation avec ce fameux cousin germain. Plusieurs éléments sèment le doute, dont la date de la réunion ainsi que la présence d'une personne qui a pu prouver qu'elle ne l'était pas à cette date. Le 4 août, Muriel Boll est remise en liberté sous contrôle judiciaire. Oui, cette affaire, oui, m'a brisé. Oui, elle a brisé ma vie, elle a aussi fait beaucoup de mal à ma famille aussi, qui sont fait aussi, comment dire, passer pour des moins que rien. Pour moi, les gens, bon, on m'a tellement fait passer pour un monstre, et que je cache quelque chose, mais c'est pas vrai. Les soupçons se sont également portés sur Ginette Villemain, belle-sœur de Jean-Marie Villemain,
qui a également été placé en garde à vue. L'épouse a longtemps été soupçonnée d'être le corbeau avec son mari Michel. Michel n'était pas en très bonne entente avec sa famille. Il était, semble-t-il, souvent mis de côté et rarement convié à prendre le café lors des déjeuners. J'ai rien à me reprocher, je suis bien à ma peau. Vous lui en voulez un peu quand même d'avoir parlé? Au départ, on disait toujours qu'il parlait aux journalistes, non? Pourquoi qu'il a parlé. Depuis le début, il dit qu'il sait qui c'est, mais jusqu'à présent. Et enfin, Monique Villemain, la mère de Jean-Marie, qui pourtant admirative de son fils, n'affectionnait pas vraiment Christine. Elle a longtemps été soupçonnée d'être le corbeau, elle aussi, de l'affaire, ou de connaître la vérité, mais de retenir des informations, ce qu'elle a toujours nié. Elle emporte avec elle sa vérité lors de son décès en 2020. Au moment des rebondissements de 2017, donc l'arrestation de Muriel Boll, Jacqueline et Marcel Jacob, un nouveau drame se produit. Le 11 juillet 2017, Jean-Michel Lambert, donc le premier juge d'instruction en charge de l'affaire, est retrouvé mort à son domicile avec un sac plastique sur la tête, maintenu avec une cravate. Il explique tristement dans une lettre qu'il en est arrivé à là à cause de l'affaire Grégory. J'ai décidé de me donner la mort car je sais que je n'aurai plus la force désormais de me battre dans la dernière épreuve qui m'attendrait. Cet énième rebondissement est infâme. La machine à broyer s'est mise en marche pour détruire ou abîmer la vie de plusieurs innocents, pour répondre au désir de revanche de quelques esprits blessés dans leur orgueil ou dans l'honneur de leur corps. Certains de mes confrères ont emboîté le pas avec une mauvaise foi abominable, car dès novembre 1984, j'ai pu démontrer que si Muriel Boll n'était pas dans le quart de ramassage scolaire, ce n'était pas le mardi 16 octobre, mais le mardi 23 octobre, semaine où elle est rentrée chez elle à cause de la grippe. Les preuves sont au dossier, registre du collège et surtout témoignage du chauffeur de car, Monsieur Galmiche, que j'ai piégé après la remise d'un certificat médical, je crois par la mère de Muriel Boll, et les auditions d'autres collégiennes qui avaient parfois des repères précis, mais qui se sont pourtant trompées d'une semaine. Je proclame une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. Pour ne pas perdre la face, on cherchera alors un bouc émissaire. Autant dire qu'il est tout trouvé. Je refuse de jouer ce rôle. Si j'ai parfois failli, j'ai cependant la conscience parfaitement tranquille quant aux décisions que j'ai été amené à prendre. Jusqu'à aujourd'hui, l'une des questions majeures soulevées par l'affaire porte sur la motivation des révélations faites aux enquêteurs par Muriel Boll. Presque 40 ans après les faits, l'affaire demeure non résolue et les motivations d'inclure un jeune enfant de 4 ans inconnues. L'enquête sur l'affaire Grégory est l'une des plus longues et plus complexes de l'histoire criminelle française et est perçue par certains comme un fiasco judiciaire. Le déroulement de l'enquête a permis de démontrer plusieurs problèmes majeurs, notamment sur la mobilisation des autorités. Les défis posés par cette affaire ont conduit à des réflexions sur les méthodes d'enquête, la communication entre les services et ont permis des améliorations dans la manière dont les enquêtes criminelles sont menées en France. C'est à la suite des insuffisances de l'investigation criminelle de la gendarmerie lors de cette affaire que les pouvoirs publics décident la création de la section technique d'investigation criminelle, le STIC, futur institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Christine et Jean-Marie Villemain, quant à eux, espèrent toujours obtenir un jour la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à leur petit garçon et se sont réfugiés dans le silence afin de protéger leurs 3 enfants qu'ils ont eus par la suite. Je suis persuadé que l'affaire Grégory, cette fois-ci, je suis persuadé qu'elle ira au bout. Je le dis et je le redis et je crois qu'un jour on saura. Ça peut être long, mais j'ai l'espoir. C'est la première fois que je traite d'une affaire non résolue. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre point de vue par rapport à tout ça. Selon vous, qui pourrait être le coupable? Qui ment dans l'affaire? Plusieurs personnes, une seule personne? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore un remerciement à Paperlike d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez en description un lien qui vous redirige vers le site si jamais vous êtes intéressé pour protéger votre iPad. Et si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style, vous avez une playlist qui répertorie toutes mes vidéos dans ce genre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que vous êtes beaucoup à ne pas l'être. C'était Neoxy, on se retrouve pour une prochaine vidéo.